Coco arrive. Mm. Là, 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 là. Elle est là. J'ai jamais eu ça, Philippe, tu fais quoi là? Non, mais c'est dans le champ, j'ai jamais eu ça. J'arrivais pas à me connecter. C'est le synchronisme, non, c'est fou. C'est fou, ça doit, voilà, ça doit être compliqué, hein. Il y a quelque chose là dans l'air, là. Je pense qu'on veut pas qu'on fasse, Oui, mon ordi a planté réunion. aussi. C'est vrai? Ouais, mon ordi a planté quand alors je me suis mis sur échanger, je me suis mis sur Chrome. C'est très, très, très space. Vraiment, j'ai jamais ça, vraiment. C'est très space. J'arrivais pas à rentrer ni sur Wi-Fi, ni sur mon... Bon, c'est pas grave. Très, très heureuse que vous soyez tous là. C'est super, génial. Et Philippe, c'est extraordinaire. C'est tout le monde, on t'attend les pieds joints, là. Voilà, pour nous parler un peu de synchronicité, ce qui nous arrive tout le temps, hein. Il y a plein de choses qu'on vit et tout. On va organiser ce merveilleux stage ensemble. Et puis, c'est vrai, j'ai aussi la formation Rendez-vous avec la joie où je parle énormément de ces magnifiques coïncidences qui ne le sont pas, hein, parce que, et puis, en fait, toi, tu prouves par rapport à tes études et tout ce que tu remarques, quoi. Qu'est-ce que la puissance de notre alignement, je crois, hein, c'est les choses se passent. Alors, je te laisse parler volontiers. Il faut que tu me poses des questions parce que je pourrais parler des heures. Je ne sais pas. D'accord. Alors, raconte-nous peut-être aussi. Moi, j'aimerais proposer à tout le monde aussi utiliser un petit peu le chat en bas parce que je pense que c'est une grande chance qu'on a de pouvoir poser des questions à Philippe aussi. Et j'aimerais vraiment bien, parce que moi, ce qui me touche énormément, c'est que tu as étudié l'intelligence justement artificielle pour comprendre qu'il n'y a rien qui équivaut bien sûr à l'intelligence du cœur et les synchronicités qui vont complètement en fait avec cette force du cœur. Ouais. Et toi, tu es celui qui nous montre ça, mais qu'est-ce qu'il agit? À quel moment est-ce qu'on arrive à rentrer dans un tel flow en fait? Ouais. Bon, c'est à la fois très simple et très, très compliqué si on veut voir les choses rationnellement avec le mental, bien que bon. Et puis très simple parce que c'est intuitif. Moi, je finis par avoir au cours du temps une pensée animiste. Alors, je vais vous raconter un peu. Moi, ça fait, on va dire, 20 ans, 25 ans que je suis devenu sensible au fait que ce qui nous arrive dans la vie dépend de nos états émotionnels. C'est pas parce que c'est pas dans la causalité, hein, c'est pas parce que quand on est de mauvaise humeur, il nous arrive logiquement des mauvaises choses. Quand on est de bonne humeur, logiquement l'inverse. C'est pas ça. C'est juste que nos états émotionnels nous programment dans l'avenir quelque chose qui est en relation avec ces états-là. Et si je l'ai vécu quand j'étais ingénieur en intelligence artificielle d'ailleurs, et même tôt dans la vie, hein, à mon démarrage de carrière, sauf qu'à mon démarrage de carrière, je pensais pas ça. C'est-à-dire que bon, j'ai commencé ma carrière il y a 35-40 ans, j'ai été tout de suite très créatif et au bout de 15 ans, je me suis aperçu que tiens, il y a quand même quelque chose de bizarre. C'est que je réussis, je dois dire que j'ai réussi tous les défis, quasiment tous les défis que j'ai relevés, des défis technologiques. Et il y avait toujours quelque chose qui venait m'aider, il y avait toujours un facteur hasard qui venait m'aider Et j'ai fini par relier ça, alors je vais vous raconter, j'ai fini par relier ça à ma passion, à la joie que j'investissais dans le fait de relever ce défi. Bon, je vais vous parler de choses différentes de ce dont je parle d'habitude en conférence, hein. Par exemple, le premier projet dans ma vie,
auquel je me suis attaqué, quand même assez puissant, c'est que j'ai été envoyé par l'Institut de physique du Globe pour aller installer l'informatique du champ de la captation du champ magnétique terrestre en Martinique pour surveiller le volcan, la montagne Pelée. Et puis j'ai réglé ça en un mois, et donc il me restait 16 mois à courir parce que c'était mon service scientifique. Et j'avais réglé le problème pour lequel j'y étais allé, et le directeur de l'observatoire m'a dit qu'il avait un rêve. C'était les débuts de la micro-informatique à cette époque, et qu'il avait un rêve, et parce qu'on avait une grosse armoire à glace Schlumberger à l'intérieur de l'observatoire, qui servait uniquement au personnel de l'observatoire à dépouiller les séismes qui arrivaient tous les matins, parce qu'on avait 16 stations en Martinique, un peu partout, dont une grande partie sur le volcan. Et il y avait le personnel de l'observatoire qui dépouillait manuellement toute la matinée pendant des heures pour voir s'il était arrivé, s'il y avait eu des séismes. Et ce Schlumberger, il avait une sortie numérique, mais qui n'était pas exploitée. Pour exploiter cette sortie numérique, c'est juste que c'était quand même un appareil qui utilisait le numérique, mais il n'y avait aucune application qui était prévue pour ça. Et donc, le directeur de l'observatoire me dit, j'ai un rêve, c'est que j'aimerais vraiment beaucoup qu'on exploite ce truc-là, parce qu'ils sont en train de faire ça à La Réunion, et moi, j'aimerais bien qu'on ait ça en Martinique. Et effectivement, ils avaient envoyé une équipe d'ingénieurs à La Réunion pour faire ce travail. Et donc, moi, j'ai regardé ça, j'ai étudié ça, et je suis rentré dans le rêve de mon directeur. Et je me suis demandé si j'étais capable, franchement. Mais la joie qu'il ressentait, enfin, il m'a communiqué sa joie. Et puis, je me suis dit, je me croyais pas capable, mais j'ai quand même regardé et j'ai dit chiche, et je me suis lancé là-dedans. J'ai même appris des choses que je connaissais pas, et finalement je me suis passionné pour ça. Et puis j'ai passé des mois à développer, et ça a été une grande réussite. C'est-à-dire que tout a été informatisé, c'est-à-dire qu'après tout était automatisé. Et le personnel de l'observatoire, après, s'est mis à travailler sur des écrans, parce que ce que faisait l'appareil que j'ai développé, c'est de tout enregistrer sur ordinateur. C'était un Apple IIe à l'époque que j'utilisais, et lancer un programme pour connaître savoir s'il y avait un tremblement de terre, et calculer automatiquement la profondeur du tremblement de terre. Il se faisait que j'avais, pendant mon stage de DEA, justement, développer un système pour calculer la profondeur des tremblements de terre à partir des signaux. Et ça a tellement bien marché, ce truc-là, qu'on m'a demandé d'implanter le système à la Guadeloupe, et qu'après, je suis revenu un peu triomphant à Paris, à l'Institut de physique du Globe, mais il n'y avait pas de poste, parce qu'administrativement, il n'y avait pas de poste pour moi. Et du coup, ma responsable de DEA m'a proposé de faire une thèse, mais bon, moi, je ne voulais pas faire une thèse sans avoir de financement. Bon. Et je me suis retrouvé en train de devoir bosser dans le privé. Je me souviens que je suis rentré chez Thomson, chez qui est aujourd'hui Thales, et que je suis rentré à la Compagnie Générale de Géophysique, mais dans ces deux sociétés, je me suis ennuyé, en fait. Donc, j'ai fait des belles choses dans ces deux sociétés, mais je me suis quand même ennuyé. J'ai démissionné de la première, j'ai été viré de la seconde. Et c'est comme ça que j'ai passé le concours d'entrée au CNRS en tant qu'ingénieur de recherche, et que j'ai réussi ces concours, et que je suis arrivé à Marseille. Et ça a été grâce aux travaux que j'avais fait en Martinique. Hein. Donc Et ça, c'est… Mhm. comment? Donc ça, c'est vraiment ces circonstances, je pense, qui arrivent presque à tout le monde. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu as dit, tu es rentré dans le Voilà. rêve de ton Alors directeur. après j'ai continué de me lancer dans des projets fous.
Par exemple, développer un détecteur automatique des feux de forêt, parce qu'à Marseille, les calanques avaient brûlé. Développer un système d'enregistrement d'analyse des mouvements des yeux, qui à chaque fois étaient des projets complètement innovants. Hein, ça n'existait pas ce que je faisais, j'ai inventé tout ça. J'ai travaillé, et tout ça, c'était des sujets en plus qui ne rentraient pas dans le cadre du laboratoire, mais c'était tellement valorisant pour le laboratoire qu'il me donnait carte blanche. Parce que le prétexte, c'était en gros le traitement du signal, le traitement d'image, et que le laboratoire, il y avait déjà du traitement d'image et du traitement du signal dans le labo. Et j'ai même travaillé sur l'électroencéphalogramme avec le directeur du centre du sommeil de la Timone à Marseille, etc. J'ai fait un tas de trucs et je me suis lancé dans la vision artificielle ensuite. Et puis bon, j'ai dirigé des thèses là-dessus. Et à chaque fois, il y avait des défis à relever, et c'était là. Et je finis. Et alors, il y avait deux sortes de hasards qui contribuaient à mes réussites. Et c'était d'une part le hasard des rencontres, qui faisait que je tombais sur les personnes qui allaient m'aider à valoriser le truc ou sur les bonnes solutions. Et d'autre part aussi le hasard en informatique, c'est-à-dire que je développe des choses, c'est très très compliqué, c'est vraiment prise de tête. Il faut vraiment être un acharné de développement. Et j'avais des bugs et je me suis aperçu qu'à certains moments que ces bugs se résolvaient tout seuls, quoi. Enfin, pas tout seul, mais le hasard m'aidait à trouver la ligne de code où ça déconnait. Et surtout, je me suis aperçu qu'un projet me permettait d'acquérir les compétences pour le suivant, qui me permettait d'acquérir les compétences pour le suivant, etc. Et donc, tout ça a commencé à me rappeler que ce que j'avais lu dans ma jeunesse, j'avais lu des livres, notamment d'Arthur Koestler, des livres sur le hasard, etc., et j'avais même fait des expériences sur le hasard dans ma jeunesse et je m'étais rendu compte que, tiens, le hasard, il peut être orienté par la conscience. Et donc, je me suis mis à réfléchir, à me demander si la réussite que j'avais dans le développement de mes projets ne venait pas du fait que je favorisais les hasards qui me permettaient de réussir. Voilà. Pour vous résumer un peu comment ça a démarré tout ça. Et après, donc, je me suis mis à lire des livres à nouveau, enfin, des livres sur le temps et aussi sur la synchronicité pour vérifier que le phénomène de synchronicité, c'était bien sérieux parce que moi, je doute tout le temps. J'étais un scientifique. En plus, j'étais encore matérialiste à l'époque. Et j'avais besoin de vérifier tout ça. Je me suis dit, tiens, mais ce qui m'arrive quand même, on dirait que c'est quand même quelque chose qui ressort de la synchronicité. Donc, j'ai lu des livres là-dessus, j'ai lu des livres sur le temps pour essayer, parce que je voulais comprendre comment c'est possible. C'est fou. Et j'ai fini par comprendre, j'ai fini par voir où était le bug de la physique. D'ailleurs, parallèlement à ça, j'avais fait une thèse en physique et puis j'avais quand même compris qu'il y avait un bug dans la théorie du chaos. On parlait de chaos déterministe, mais le chaos, pour moi, il ne pouvait pas être déterministe. Bon, donc, j'avais les éléments scientifiques d'un côté, plus ce que j'ai appris ensuite, plus les éléments de vécu de l'autre côté, etc., qui ont fait que petit à petit, je me suis mis à réfléchir à une théorie de l'espace-temps qui pourrait expliquer les synchronicités et que j'ai fini par trouver. Voilà, j'ai fini par trouver, j'ai fini par... parce que comme j'avais fait beaucoup d'intelligence artificielle, et là je vous passe beaucoup d'étapes, hein, j'avais commencé à développer des systèmes qui pouvaient évoluer hors du temps. C'est-à-dire que en fait, c'est pas que le système évolue hors du temps, mais j'avais fini par développer quelque chose qui ressemble à des architectures massivement parallèles, et ces architectures qui déploient en fait des résultats dans le temps, mais en fait, pour élaborer ces résultats, elles évoluent hors du temps. Bon, bon, je ne veux pas rentrer trop dans le... Donc, on pouvait imaginer l'existence de plusieurs temps pour développer un système complexe. Bon, voilà, tout ça, c'est pour vous expliquer comment moi, je me suis mis à comprendre
élaboré cette théorie de la synchronicité, c'est-à-dire que ça a été une démarche vraiment très, à la fois très scientifique, très personnelle et du vécu. Et après, alors après, j'ai vécu, longtemps après, j'ai vécu une épreuve de vie. Et à l'issue de cette épreuve de vie, j'ai décidé de vivre pour moi. Et ça voulait dire que j'allais écrire un livre et que j'allais m'installer en Haute-Provence. Et le livre que je voulais écrire, c'était évidemment un livre sur la synchronicité, mais je ne pouvais pas écrire un livre sur la synchronicité sans l'expérimenter de manière plus claire, de manière à pouvoir expliquer à mes lecteurs qu'est-ce que c'était que la synchronicité. J'allais quand même pas leur parler de mes projets, etc. Donc je me suis dit, de toute façon, si la synchronicité existe, d'après ma théorie, on doit pouvoir la provoquer. Pas que ce soit naturel de provoquer la synchronicité, ce n'est pas du tout naturel. Il y a des gens qui, c'est pas quelque chose de naturel, mais comme ma théorie disait que ça venait d'un changement dans le futur et que ce changement dans le futur, on pouvait le provoquer émotionnellement, à condition d'aller fouiller au profond, d'aller chercher au plus profond de soi, hein, en lien avec le sens de sa vie. Donc voilà, aller chercher au plus profond de soi, en lien avec le sens de sa vie, une intention. Ensuite, ressentir émotionnellement cette intention comme se réalisant dans le futur parce qu'on l'a décidé, parce que c'est comme ça. Parce que moi, par exemple, quand j'ai décidé de m'installer en Haute-Provence, eh ben, je n'avais pas besoin d'être installé en Haute-Provence pour avoir le bonheur de vivre ça avant même d'y être. C'est-à-dire que ma décision, mon intention de m'installer en Haute-Provence, elle était tellement puissante que c'était comme si c'était déjà fait et donc j'étais déjà heureux rien que par cette pensée que bon, et Lucie, mon épouse, m'a d'ailleurs confirmé ça, c'est-à-dire que la gratitude que l'on ressent d'avance dans cette affaire, dans ce futur, par rapport au futur dans lequel on se projette, fait que finalement, on crée, on sélectionne réellement ce futur et que ce futur, comme il n'est pas sur notre ligne temporelle actuelle, eh bien, ce nouveau futur va chercher à se brancher. Ça va obligatoirement passer par des hasards, c'est-à-dire les hasards qui passent par des bifurcations. Alors, je vois que bifurcation, ça veut dire qu'il y a des moments dans la vie et qui sont pas, c'est pas tout le temps, hein. Il y a des moments dans la vie où, par contre, quand on rencontre quelqu'un, n'importe quoi, si on suit le courant, eh ben ça nous change la vie. C'est pas le cas de toutes les fois où on rencontre quelqu'un, évidemment. Ça n'est pas le cas de toutes les fois où un signe ou une synchronicité semble vouloir se présenter. On peut se tromper d'ailleurs, il faut faire attention aux projections du mental. Mais la physique et mes travaux ensuite ont démontré qu'il y a des moments dans la vie où on bifurque. C'est-à-dire que le fait d'aller à droite ou à gauche, le fait d'aller parler à quelqu'un ou pas, il peut y avoir un tas de choses, de trouver un bouquin sur une étagère ou pas, voilà, va changer la vie. Et ça peut se passer en plusieurs étapes, c'est-à-dire qu'en général, c'est pas une seule bifurcation, mais une, deux, trois, quatre peut-être bifurcations vont changer la vie. Et ça vient du fait que dans le futur, on a investi émotionnellement la pensée de vivre ce nouveau futur-là. Et c'est le résultat de ça. Et donc, on peut théoriquement provoquer artificiellement la synchronicité en conséquence de ce que je viens de dire, à condition de préparer, à condition donc, alors je précise, hein, en ce qui concerne par exemple le stage qu'on va faire ensemble avec Coco, il ne s'agit pas de changer la vie des gens. Parce que ça, je vous parle des grandes synchronicités. Là, je vous parle des grandes synchronicités qui changent la vie parce que là, elles sont puissantes. Mais il existe des petites synchronicités
des petites synchronicités qui vont quand même nous aider à nous préparer à cette possibilité-là. Ces petites synchronicités ne vont pas nous changer la vie, mais elles vont nous apporter une information qui va nous conforter dans l'idée qu'on est sur une voie de changement. Hein. Elles vont nous apporter une information, c'est-à-dire qu'il s'agit d'expérimenter le fait que via le renouveau de nos états émotionnels, ce qui passe par la confiance, le lâcher prise, le détachement, etc., on peut se retrouver face à de nouvelles informations qui vont nous orienter sur un nouveau chemin. Après, ce sera à nous de choisir si, en fonction de ça, on change sa vie ou pas. Mais en tout cas, si une personne se trouve effectivement dans une période de sa vie où de grands changements sont possibles, ça peut les déclencher. Ça pourrait, enfin, un tel stage pourrait les déclencher. Si la personne ne se trouve pas dans une période de sa vie où elle peut changer parce qu'elle a un boulot, par exemple, et elle peut pas, elle a besoin de croûter, elle ne peut pas changer son boulot, ou on est tous conditionnés, les gens, ils ont des enfants, ou alors on vit avec quelqu'un qu'on ne peut pas quitter pour différentes raisons, enfin, etc. On n'est pas tous prêts à changer sa vie, mais on peut tous être plus ou moins prêts, au moins à changer notre vision de la réalité. Et donc, il s'agit plus pendant les stages de faire comprendre que ce qu'on vit dans la réalité, c'est quelque chose qui est le résultat de ce qu'on est à l'intérieur de soi, de ce qu'on ressent à l'intérieur de soi. Voilà mon introduction. C'est génial. Philippe, j'ai tout compris, hein. J'ai tout compris ce que tu as dit. Oui, oui, c'est génial comme tu as expliqué ça. Vous êtes d'accord? C'est clair, hein? Moi, c'est clair. Je suis très au clair avec ça, oui. Et puis, Philippe, parce que moi, j'ai l'impression, tu vois, aujourd'hui, donc il y a plein de gens là qui sont déjà avec nous là et qui vont aussi venir à notre stage. Du moment que tu t'intéresses à ça, les synchronicités se mettent en place. Et par exemple, là, il y a une Nathalie, je ne sais pas où elle est là, mais en fait, où le moment qu'elle a commencé à penser qu'elle va venir au stage, il y a déjà les synchronicités qui se mettent en route. Le moment que quelqu'un, elle m'a appelé, elle a dit, oui, elle aimerait bien faire un stage avec toi. Elle était sur ton site et puis elle a vu, oh, il y a quelque chose en Suisse. Elle a rencontré mon mari. Elle était en train de dessiner un tableau sur le hasard n'existe pas. Et on avait fait le save the date, le hasard n'existe pas. Et elle a pu m'appeler. Donc, en fait, du moment qu'on décide ça, ça se met en route. Et avant, tu as dit peut-être c'est des petites synchronicités, c'est peut-être amener un petit changement. Mais on ne sait jamais. Ça peut être un immense changement. Énorme. Oui, même. Bon, oui, bien sûr, mais moi, j'ai l'ADN de scientifique qui veut douter, qui est sceptique. Hein. Voilà. On fait un joli duo comme ça. Ouais, ces rencontres, c'est vraiment ça, non? C'est juste extraordinaire. Alors, moi, mes stages, parce que dans mes stages, où je suis tout seul, hein, parce que maintenant, je vais faire des stages avec Lucie aussi. Hein. Lucie, mon épouse, qui elle est très compétente, hein, elle est psychologue et en plus elle a compris aussi la même chose que moi sur la manière dont on. Et moi, dans mes stages, je suis, on va dire, plutôt exigeant. C'est-à-dire que je vais essayer d'apprendre aux gens à faire attention à ne pas projeter. Voilà. Donc, parce qu'on a tendance à voir des synchronicités partout. Moi, ça me casse les pieds, hein, parce que je sais que j'ai beaucoup contribué à populariser la synchronicité. Et ayant beaucoup contribué à populariser la synchronicité, je vois, par exemple, sur Telegram, dans Synapse, on a fait un truc sur la synchronicité. Les gens, ils voient vraiment pour rien, ils voient des synchronicités. Ça m'énerve. C'est pas ça que je voulais transmettre. Hein. Voilà. Il faut être un petit peu plus. Bon, maintenant, Lucie, elle a un point de vue différent. Elle considère que si on ressent avoir vécu une synchronicité, bon, on ne se trompe pas, il faut faire confiance. Ce qui compte, c'est le ressenti et personne ne peut être à même de juger si quelqu'un a vécu une synchronicité ou pas. Et moi, pendant mes stages jusqu'à maintenant, c'est vrai que je vais évoluer un peu, je suis assez
assez castrateur. Et ce que je faisais, que je vais peut-être arrêter de faire jusqu'à maintenant, c'est que quand on fait le bilan l'après-midi, après l'expérience qu'on fait pendant le stage et qu'on écoute les témoignages, c'est vrai qu'il m'arrive de dire, bah, je procède à une sélection, je dis le témoignage, il est convaincant parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et là, le témoignage, il n'est pas convaincant parce que, etc., ça pourrait être une projection. Donc, je suis assez castrateur et ça peut déranger certaines personnes. Et quand je l'ai fait avec Lucie, d'ailleurs, je me suis fait engueuler par elle, hein, parce qu'elle m'a dit, non, tu n'aurais pas dû dire ça. C'est vrai que, tu vois. Donc, on va faire 2 types de stages. On va faire un type de stage quand je les ferai avec Lucie, où là, il n'y aura pas ça. Il y aura pas, et d'ailleurs, c'est Lucie qui va gérer donc, la partie psychologique, c'est-à-dire comment interpréter ce qu'une personne a vécu. Et moi, c'est uniquement lorsque je ferai des stages en présence de personnes qui sont plutôt on va dire sceptiques, etc., ou qui sont OK pour être plus dans une ligne scientifique que je continuerai de faire ce que j'ai fait avant ou pas. On verra. Voilà. D'accord. Et puis, Philippe, parce que toi qui es justement dans tout ce qui est intelligence artificielle aussi, ben, en fait, l'intelligence artificielle agirait aussi avec les synchronicités. Alors, bon, non. Dis-nous non. Qu'est-ce que tu... Mais non, oui. En fait, non, la question, c'est si par exemple, ben, il y a tu dois la rencontrer. Donc, l'être humain rencontre bien sûr l'intelligence artificielle qui fait partie en fait de son rêve quelque part ou de son vécu. Mais bien sûr que l'intelligence artificielle, ben, en fait, provoque rien du tout. Tu vois Non, ce que je mais veux dire? Mais l'homme, ouais. c'est-à-dire, mettons un robot genre ChatGPT, par exemple. D'accord, peut provoquer la synchronicité via ChatGPT. Je ne vais pas leur expliquer comment, hein, mais on pourrait. Parce qu'il suffit d'introduire du hasard quantique là-dedans et c'est pas le robot qui est générateur de la synchronicité. C'est le fait que n'importe quoi, y compris un robot, pourvu qu'il utilise effectivement un type de hasard approprié, peut être amené à répondre à une personne quelque chose qui va provoquer une synchronicité. Donc, il est tout à fait possible de vivre la synchronicité avec des appareils technologiques. C'est tout à fait possible. Ça ne veut pas dire que ces appareils sont humains. Mais bon, il y a des gens qui vont faire la confusion. Tu vois ce que je veux dire? Absolument. Il faut Oui. s'habituer. Et là, les questions qui viennent, c'est un petit peu dans ce sens-là. Peut-être, Amanda, tu veux peut-être poser la tienne directe? Oui, bonjour, merci. Oui, moi, je me demandais si... Bon, la première question a été répondue spontanément sur justement le fait que la synchronicité, ce n'est pas tout le temps. Et puis, ma question, c'est qu'en fait, la synchronicité, ce serait quand il y a une sensation et que ça vient à nous. La différence entre la synchronicité et la projection, c'est qu'on va visualiser des pistes, on va forcer des directions. La synchronicité, on va ressentir quelque chose venir à nous et on va avoir une sensation, en fait. Est-ce que c'est ça? Oui, la synchronicité, pour moi, il faut qu'il y ait deux choses. Il faut que ce qui arrive et qui a un sens, qui résonne en soi, soit très improbable. Ouais, ça, effectivement, ce n'est pas tout le temps le cas. Enfin, moi, j'ai cette exigence-là. Et il faut que l'émotionnel parle avant le mental. Il faut que dessus, faut que même, de manière irrationnelle, on ressente une émotion au vécu de cette chose-là. Et que le mental n'a pas le temps. Si c'est le mental qui s'en empare, ah, ça y est, je suis sûr que c'est une synchronicité. Ah, puis ça me fait plaisir. Non, c'est pas. On peut se tromper. La synchronicité, c'est quelque chose qui doit prendre par surprise.
c'est vachement important d'avoir lâché prise, d'ailleurs. Il faut avoir complètement oublié. C'est difficile quand on fait, d'ailleurs, un stage sur la synchronicité. Hein. Ça, c'est vraiment le défi à relever. Parce que les personnes viennent pour vivre la synchronicité, donc leur mental veut absolument. Voilà. Donc, c'est pas évident. Mais on se débrouille. Enfin, moi, je me débrouille. Donc, enfin, on va pas tout dévoiler, tu es d'accord, Coco, hein? On va pas tout dévoiler. Je me débrouille pour que les personnes soient mises dans une situation où elles ne peuvent pas anticiper. Voilà. Elles ne peuvent pas anticiper. Et il y en a toujours, effectivement, qui vivent des choses surprenantes et là, qui sont effectivement dépassées par l'événement. Et il y en a même qui pleurent. Hein. Il y a des personnes qui, au moment de leur témoignage, pleurent parce que ça les a vraiment secoués. J'ai eu des stagiaires qui sont des personnes sceptiques, qui ont vécu ça, qui m'ont dit qu'elles n'y croyaient pas. Des hommes en particulier, quand ça vient d'hommes, parce que les hommes sont plus sceptiques, qui se sont retrouvés secoués par ce vécu-là. Hein. Donc, je préfère les gens qui sont sceptiques, moi, parce qu'au moins, quand ils font un témoignage, et d'ailleurs, le scepticisme, on dit souvent qu'il ne faut pas avoir de doute. Mais il y a deux sortes de doutes. Il y a le doute mental et il y a le doute émotionnel. Le doute émotionnel, c'est pas bon parce que le doute émotionnel, c'est le manque de confiance. Hein, on doute qu'on va vivre quelque chose, on doute de soi, on doute, et c'est un ressenti et ça, c'est pas bon du tout. Par contre, le doute mental, le fait de dire non, j'y crois pas, je veux être sûr, c'est un peu comme si vous demandez à l'univers. Moi, je suis ouvert, mais j'en veux plus, hein, parce que moi, je suis pas. C'est peut-être un hasard. Et donc là, l'univers, il va recommencer. Hein. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Hein. Donc, j'écris les livres La Route du Temps, l'avalanche de synchronicité qui a fait qu'à un moment donné, j'étais échec et mat et que j'ai été obligé de dire, oh, ben non, là c'est juste pas possible. Hein. Je me souviens que j'avais même à la fin, ouais, mais si c'est vrai, bon, alors, je regarde le kilométrage de ma voiture. Ah ben tiens, il y a bientôt, dans 50 kilomètres à peu près, il y a la date de naissance de mes enfants qui va s'afficher. Et je veux qu'à ce moment-là, tu me donnes une information sur, parce que je vais aller chercher mes enfants à l'aéroport après les vacances, là, et je veux que tu me donnes une information là-dessus, est-ce que ça va bien se passer, etc., etc. Et ben, au kilométrage 19 11 91, donc entre-temps, j'avais dormi dans un gîte, c'est que le lendemain que je suis allé, je vais prendre telle route, et puis je vais m'arrêter stop au kilomètre 19 11 1991. Et là, j'étais en pleine nature. Je suis sorti de la voiture, j'ai pris des photos parce qu'évidemment, il n'y avait rien qui pouvait me dire qu'est-ce qu'il y avait par rapport à mes enfants, etc. Et puis, je vois quand même à 50 mètres, il y a un panneau qui indique un gîte, le gîte de fond, je ne sais plus quoi. Ah bon, ben donc je vais à ce gîte et je visite ce gîte et je suis extrêmement bien reçu par les propriétaires de ce gîte. Ce gîte était complètement vide. Il y avait tout de suite, on pouvait rentrer. Il y avait une porte qui était littéralement ouverte. Avant même de rencontrer les propriétaires, je me suis aperçu que les lits étaient vides, il n'y avait personne, il n'y avait plus de tentes. Tout le monde était parti. Ce qui m'a impressionné, ce qui m'a ému, c'est que les lits étaient vides. Et ça m'a fait penser que ça m'a fait peur. Enfin, ça m'a fait penser que merde, ce que j'anticipais risquait d'arriver. C'est-à-dire que j'anticipais que mes enfants ne seraient pas là à l'aéroport. Et c'est venu m'apporter cette information que, effectivement, quand je suis allé à l'aéroport, quelques jours après, mes enfants n'y étaient pas. Et ça a été le commencement d'un truc important pour moi. Mais il y avait énormément de trucs rassurants, il y avait des choses
que j'ai lus qui m'ont presque fait pleurer. J'avais l'impression de trouver presque la maison de mes rêves. Je n'avais pas encore trouvé d'ailleurs la maison de mes rêves. Et j'ai été très, très bien reçu. Ça a été vraiment, j'ai été super bien accueilli. Enfin, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que là, ouais, j'ai eu un choc, hein, parce que là, c'était une synchronicité, parce que c'était extrêmement improbable que j'ai la réponse exacte à ma question concernant mes enfants, parce que moi, j'avais demandé, mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va bien se passer? Etc. Et j'ai eu comme réponse, bah, désolé, mais tes enfants, ils seront pas là, mais on t'aime, enfin, franchement, mais c'est pas grave, et tu vas voir, ça va quand même. Tu voyais le truc? Et donc ça, c'était la dernière des synchronicités, mais il y en a eu plein avant. Il y avait le livre qui est tombé, enfin, il faut lire La Route du Temps. Enfin, j'étais émerveillé par cette expérience que j'ai vécue. C'est ça qui a déclenché l'écriture de mon premier livre. Et par la suite, alors j'ai vécu des synchronicités du tonnerre. Alors, je ne vais C'est pas vous clair. raconter des papillons, mais alors. J'ai une question. J'ai une Oui, question, Philippe. Quand tu vis donc les synchronicités, je comprends bien, mais en fait, le système, il fait que nous vivons pas des synchronicités parce qu'on doit apprendre par cœur, etc. On n'est pas amené à vivre nos talents, nos dons, etc., où nous sommes en connexion directe avec notre soi supérieur. Est-ce que c'est quelque chose exprès, en fait, justement, qu'on fait, tu penses? Parce que si tout le monde vivait d'après notre cœur, ben, quelque part, ce sera facile notre vie. On n'aurait pas de problème, non? oui, normalement, il n'y a pas besoin de. C'est parce qu'on vit dans un monde phagocyté par le mental que les synchronicités arrivent. Mais normalement, on doit ressentir naturellement la connexion avec son soi. Et l'intuition doit naturellement nous apporter l'information. Mais comme on a un mental qui veut absolument nous rendre raisonnables, il n'y a rien de pire. Le mot que je déteste le plus, c'est le mot raisonnable. Soyons raisonnables, soyez raisonnables. Je détestais ce mot-là même dans mon enfance, hein. C'est pour vous dire, j'avais pas du tout vocation à devenir raisonnable. Raisonnable, ça veut dire quoi? Ça veut dire se laisser mener par le mental. Il n'y a rien de pire que d'être raisonnable. Bien sûr, il faut être raisonnable pour être adapté dans la société. Mais moi, je ne suis pas adapté. Je fais semblant de m'adapter. Voilà, mais je ne suis pas raisonnable. Je ne supporte pas. Donc, tout ça pour dire que il faut apprendre à faire confiance à son ressenti. Enfin, c'est surtout pour un homme, hein. Les femmes ont naturellement plus confiance. Et moi, T'as dit quoi? C'est pour l'homme. C'est l'homme qui doit faire. Qu'est-ce que t'as dit? bon, tu vas trouver ça, mais je dis que normalement, les femmes sont naturellement plus reliées à leur ressenti, hein. On D'accord. parle de l'intuition féminine. Bon, je pense que les femmes autant que les hommes, hein, mais bon, traditionnellement. Et je pense que les femmes ont autant besoin de débloquer leur ressenti que les hommes, parce que c'est la société qui fait on s'écoute pas. Et c'est vrai que ça demande un entraînement. Et il faut faire attention à ne pas voir des synchronicités partout. Ce n'est pas naturel de voir des synchronicités. C'est juste apprendre à comprendre que nous avons une. C'est vrai que mais ça, c'est la poésie de la vie. Notre environnement, ce qui arrive, reflète notre état de conscience. Lucie vous l'expliquera mieux que moi d'ailleurs. C'est-à-dire que notre psychologie, notre cerveau va naturellement avoir tendance à sélectionner l'information qui va correspondre à son état de conscience. Et donc, du coup, ça explique la synchronicité. Bon, mais pour moi, ça explique les synchronicités pauvres. Ça explique les synchronicités, celles qui m'énervent. Ça explique les synchronicités qui sont quasiment des projections. Et Lucie, elle n'est pas tout à fait d'accord avec moi parce que lui, elle considère qu'il n'y a pas de projection, en fait, hein. C'est-à-dire qu'on rencontre automatiquement quelque chose qui correspond à ce qu'on ressent. Mais moi, je suis plus attaché, comme je suis scientifique et j'ai besoin de la preuve, je suis plus attaché à provoquer des synchronicités puissantes, c'est-à-dire très improbables, des trucs qui te bluffent. Voilà. Et c'est ça que j'ai envie de provoquer pendant les stages.
le faire vivre. Trop D'accord? génial. Trop génial. Philippe, tu es d'accord qu'on ouvre un petit peu pour des questions? Donc, au lieu que vous mettez dans le chat, peut-être vous mettez juste la main et puis comme ça, on Moi, va vous je veux laisser. bien. Marie, et autrement, la main aussi, en bas aussi une main comme ça, ou c'est marqué réaction pour la suite, mais vous l'avez, Je la vous vois pas. mettez en bas. Donc, il y a réaction tout en bas, il y a une ligne, et puis après, on peut mettre la main comme ça. Voilà, comme ça fait comme ça, et comme ça, on voit tout de suite qui est. Voilà. Ok, alors parfait. Je vois pas. Marie-Paul, est-ce que tu veux dire? Oui, j'aimerais vous poser une question. La synchronicité, dans le fond, les synchronicités qu'on peut vivre, dans le fond, elles sont assez personnelles. Parce que moi, je vais pouvoir avoir une synchronicité, quelque chose qui se passe, mais l'autre personne, elle verra pas du tout ça ou elle n'y croira pas. Et c'est assez personnel dans le sens où c'est moi qui vais suivre ça, Oui, moi-même. On est bien d'accord avec ça. oui, je suis Et c'est un complètement d'accord. scientifique qui me dit oui en plus. Mais Parfait. moi, personnellement, bon, moi, personnellement, je ne me fierais pas à une synchronicité qui ne, même si elle me paraît être une synchronicité qui n'a pas un caractère de grande improbabilité. Parce que je suis sceptique. Rester un Parce que scientifique. j'aurais horreur de tomber dans un piège de projection de mon mental. Parce que j'ai cet ADN de scientifique qui fait que bon, ben, je suis prudent et je ne veux pas me leurrer. Et j'ai tort d'une certaine manière parce qu'il est tout à fait possible de vivre des synchronicités qui ne soient pas hautement improbables. J'ai eu une longue discussion avec Lucie là-dessus. Et elle a raison. On peut très bien vivre la synchronicité sans qu'il y ait ce caractère d'improbabilité. Donc, vous n'avez pas à vous laisser juger par quelqu'un d'autre qui va vous dire mais non, c'est pas une synchronicité que tu as vécue. Si vous ressentez que vous avez vécu une synchronicité, ok, Ça, bon, d'accord. Mais moi, je dis simplement faites attention. Et l'autre n'a pas à dire non, non, c'est pas vrai. Ok, bon, ce que j'ai tendance à faire. Donc, je dis simplement que il faut quand même faire attention parce qu'il y a quand même un écueil, qui est la projection du mental, et que vous savez très bien qu'il y a plein de gens qui sont, voilà, ils entendent parler de la synchronicité et puis très naïvement, etc. C'est comme tomber dans le piège du New Age, hein, c'est comme la loi d'attraction, etc. Ça n'existe pas. La loi d'attraction, oui, ça existe, mais ça n'est pas. Bien entendu qu'on avoir tendance à vivre dans notre vie le résultat de nos pensées. Mais là-dedans, pour moi, il n'y a rien de magique. Ça n'est pas de la guidance. Hein. Par non. exemple, si vous prenez le phénomène des gens qui voient des numéros qui se répètent partout, comment on appelle ça, enfin, les chiffres, les nombres doubles, je ne sais plus quoi. Enfin, bon. Il y a plein de gens tout le monde est capable de vivre ça. Et il ne faut pas tomber dans l'interprétation que l'univers est en train de vous parler. C'est juste parce que votre mental projette et que donc, si vous voyez toujours les mêmes plaques d'immatriculation qui se terminent par où il y a toujours les trois mêmes chiffres qui reviennent, c'est pas parce que l'univers est en train de vous parler, c'est parce que vous avez programmé votre mental à voir. euh, et c'est vrai que dans un premier temps, c'est parce que votre mental ne va détecter que ces chiffres-là. Et dans un deuxième temps, comme vous allez investir de l'émotion là-dedans, eh bien, effectivement, l'univers va vous resservir ça parce que vous êtes quelqu'un qui a envie de voir toujours les mêmes chiffres. Mais il n'y a pas de guidance là-dedans. Il n'y a pas de guidance. Ce n'est pas de la synchronicité, ce sont des coïncidences qui sont provoquées mais qui n'ont aucun intérêt. Et ça, Alors, je tiens à le dire. Et par contre, pour moi, les vraies synchronicités, ça implique une connexion au soi. Et là, effectivement, si vous allez chercher au fond de vous-même quelque chose qui correspond au sens de votre existence et que vous êtes complètement déconditionné, alors à ce moment-là, vous pouvez capter un nouveau futur qui vous concerne
Et là, effectivement, si vous le vibrez, ce nouveau futur, si vous entrez dans la confiance et la foi qui correspond à cette nouvelle intention, là vont se déclencher de véritables synchronicités qui seront une guidance. D'accord? Dans un cas, Très bien. dans le premier cas, vous pouvez provoquer n'importe quoi qui n'a pas de sens et ça va vous mener à rien, juste vérifier qu'on crée son futur par la pensée, ok. Mais dans l'autre cas, ce sera vraiment une guidance. Et moi, je relie la synchronicité à la guidance. Ouais, c'est génial. Moi, j'ai vécu des choses, Philippe, par exemple, quand j'ai demandé à 1h33 une fois à plein de gens de se mettre à 250 personnes dans un chœur qu'on avait dessiné, et puis c'était Anthony, un Français qui a fait une course de 1000 km pour justement venir jusqu'à Davos. Ben, à 1h33, il a un énorme cœur qui arrivait dans le ciel et il avait fait le marathon de l'amour. Donc, en fait, il y a aussi des êtres invisibles qui se mettent à ce moment-là à disposition et qui commencent à agir, on est d'accord? Oui, Donc, mais là, c'est différent. Tu as défini 1h33 pour. Tu as donné un rendez-vous. Tu as donné un rendez-vous à l'univers. Ça, tu as le droit. Moi, j'ai donné un rendez-vous à l'univers avec mon histoire de kilométrage. Et, OK, là, ça va. Ça n'a rien à voir avec le fait de voir toujours les mêmes chiffres. D'accord? d'accord. C'est-à-dire que il y a toujours ces deux cas. Hein. Il y a toujours le cas. Génial, j'adore. C'est trop cool. Il y a Patricia qui pose une question. Si tu es en déprime ou comme ça, comment tu vis la synchronicité à ce moment-là? Quand on déprime, Ouais, ben, ça empêche de vivre la synchronicité. Enfin, pas tout à fait, parce que bon, la dépression, ça diminue ce qu'on appellerait le taux vibratoire. Hein, donc, ça va pas favoriser l'émergence des synchronicités. Par contre, si ça nous amène à sortir de notre quotidien pour vivre autre chose, se déconditionner, se débarrasser de cette pollution mentale, là oui. Parce que normalement, quand on déprime, effectivement, il y a quelque chose de désavantageux au niveau vibratoire, mais par contre, il y a quelque chose d'avantageux au niveau du champ des possibles. C'est-à-dire que celui qui déprime, il est ouvert à plein de trucs. Hein. Et donc, pour peu qu'il arrive à quand même quelqu'un qui déprime, par contre, devrait, je veux dire, aller dans la nature, devrait aller faire le chemin de Compostelle, par exemple, faire de la randonnée, etc. Ça, c'est. Donc à ce moment-là, ça va lui changer les idées. Et comme c'est quelqu'un qui est du coup ouvert au renouveau dans sa vie, au fur et à mesure, il va changer ses idées, il va remonter en vibration, et là, ça va commencer. Il va pouvoir commencer à vivre de la synchronicité. génial. Merci beaucoup. Fred, tu veux poser la question? Non. Voilà, Fred, il y a encore T'es sur silencieux encore? Autrement, on va sur Amanda. Je crois que c'est plus facile pour elle. D'accord, merci. Voilà. Volontiers encore une fois. Tout à l'heure, vous avez dit que la synchronicité, elle était liée à une émotion. Et cette émotion, elle doit être donc dans les vibrations hautes. Donc l'émotion ça doit être une émotion de joie. Ou si on ressent une émotion de crainte, est-ce qu'il y a des synchronicités qui peuvent provoquer la crainte? Non, ça c'est des projections. La synchronicité va forcément provoquer une sorte d'extase, en fait. Non. Non. Dans la manière d'inviter la synchronicité, il faut qu'il y ait quand même, il peut y avoir des vibrations basses, comme on dit, mais il faut quand même qu'il y ait de l'espoir, il faut qu'il y ait de la confiance, il faut qu'il y ait une étincelle de vie, parce que sinon on ne provoque rien. Si on est dans la peur, il ne peut rien vous arriver. Enfin, si on est dans la peur, il ne peut rien vous arriver de nouveau, sauf dans les cas où effectivement on serait aidé. Mais,
Oui, parce que vous avez dit que l'émotionnel doit parler avant, en fait. Il faut que ce soit quelque chose de très improbable. La synchronicité doit être très improbable et l'émotionnel doit parler avant. Donc, le langage de l'émotionnel qui doit parler avant, c'est ça que j'ai besoin de comprendre, en fait. Avant qu'elle survienne, je pense que il faut que ce soit lié à un état de conscience où il y a du renouveau, où il y a au moins un espoir qui naît. Enfin, bon, moi, c'est ce que je pense. Hein. Je n'ai pas la preuve Ou un de ça. désir. L'a priori que j'ai, c'est que comme je pense que les vibrations du vide sont liées aux émotions, et que d'après mes calculs, bon, lorsque les vibrations sont basses, ça diminue le champ des possibles et que lorsqu'elles sont hautes, ça l'augmente. Alors, cela dit, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir que des hautes vibrations. Non, on peut avoir un mélange. Le mieux, c'est d'avoir un mélange parce que si on n'a que des hautes vibrations, on ne va pas pouvoir mettre de l'information dedans. Hein. Une information, c'est quelque chose qui a un spectre neutre. Donc, il faut qu'il y ait des hautes vibrations pour qu'il y ait un champ des possibles. Et s'il n'y a que de la basse, ben non, ça va pas. Le champ des possibles sera restreint. Donc, j'ai cet a priori scientifique, enfin bon, qui vient de mon hypothèse que les émotions sont liées aux vibrations du vide. Et donc, du coup, j'ai tendance à en déduire que, et en plus, de toute façon, j'ai jamais expérimenté, j'ai jamais entendu des gens me dire que la peur qu'ils pouvaient avoir, la crainte qu'ils pouvaient avoir avait provoqué une synchronicité. J'ai jamais. Par contre, j'ai plutôt l'impression que c'est lorsque il y a un renouveau et qu'on commence à conquérir son libre arbitre et que donc on fonde un espoir dans une nouvelle vie et que en plus on ressent la joie d'exister, c'est-à-dire là, parce que moi c'est comme ça que ça marche. Pour moi c'est comme ça que ça a marché. C'est lorsqu'après une épreuve de vie j'ai ressenti la joie d'exister et de dire je suis un homme libre et je veux faire ça et ça. Là, ce que j'ai programmé dans l'espace-temps, si on peut dire, a été très puissant et a provoqué des synchronicités très puissantes. Donc, j'ai tendance à dire, oui, bien sûr, il faut. Et alors, deuxième temps, au moment où on vit la synchronicité, bien sûr qu'il faut qu'il y ait une émotion. Parce que s'il n'y a pas d'émotion, ça veut dire que c'est le mental qui gère la situation. Et si c'est le mental qui gère la situation, c'est pas une synchronicité. Il faut qu'il y ait un ressenti qu'on est en train de vivre quelque chose qui est vraiment bluffant, comme si l'univers était en train de nous parler, comme si on était guidé. Ça provoque quand même une sacrée émotion, ça. Il faut se ressentir guidé, ce qui provoque une énorme émotion, une grande émotion. En général, c'est une émotion de joie, d'émerveillement. Voilà, d'émerveillement. Moi, j'ai été émerveillé. Moi, mes synchronicités m'ont émerveillé. Elles ont émerveillé le scientifique que j'étais. C'est génial. C'est génial. Et puis, en fait, j'ai juste une question, puis après, on va revenir bientôt. Donc, on laisse encore les gens, Julieta. Et puis, je crois aussi qu'il y a encore un Antoine qui a posé une question. Est-ce que la grâce, parce que la grâce, c'est aussi ces moments de plus haute synchronicité, non? Quelque part, la grâce arrive dans des émotions extrêmement fortes. Qu'est-ce que tu peux expliquer la grâce? Et c'est ça la grâce. La grâce, c'est ça, c'est le vécu de la synchronicité. Pour moi, être dans un état de grâce, c'est se retrouver en train de vivre des synchronicités. Ça, enfin, des vraies, puissantes. C'est-à-dire que la grâce, c'est la synchronicité puissante. Wow. Ce sont des moments de grâce. Moi, j'ai vécu des moments de grâce. Qui sont absolument inoubliables. Oui. Comme Lucie, par exemple. Aussi. Oui. Bon, après, c'était c'était pas une synchronicité puissante qui m'a mis en contact avec Lucie, mais Lucie à elle seule, On est d'accord. Le chair de poule. C'est trop beau. On va continuer. Julieta. Oui, alors bonjour, moi j'ai une petite question. Alors, c'est pas sur la synchronicité directement, c'est plus sur un ressenti que moi j'ai, et je voudrais avoir le retour de Philippe par rapport à ça.
parce qu'ils nous disent qu'on vit, ça reflète notre état de conscience. Et j'ai la sensation, au fur et à mesure de l'évolution et du déconditionnement, et je le sens vraiment, la conscience, elle s'expanse. Et qu'en fait, ça se dilate d'une manière infinie, et que plus le déconditionnement avance et plus on capte. En tout cas, moi, dans ce que je fais de l'information, quand on parlait d'intuition, etc., je vais savoir que là, ça va être comme ci, là, ça va être comme ça. Est-ce que, on va dire scientifiquement, c'est le cas? Parce qu'il y a une réponse à ça. Comment? Alors, j'ai pas bien compris. Par rapport à la conscience, en fait, est-ce que la conscience, telle que ça peut être défini d'un point de vue scientifique, est-ce que au fur et à mesure du déconditionnement, c'est-à-dire de percevoir une réalité différente de ce qu'on nous inculque, on va dire, j'ai moi la sensation que ça s'expanse, que ma conscience s'expanse, en fait, qu'elle se dilate au fur et à mesure qu'elle est... Oui, c'est l'effet du déconditionnement, c'est l'expansion de la conscience. Le déconditionnement nous amène à vivre des situations souvent jamais vécues qui vont nous faire renaître et donc générer un éveil. S'éveiller en conscience, ça entraîne la joie de vivre, quoi. Ça entraîne, ça nous réconcilie avec la vie, ça nous réconcilie avec la capacité d'émerveillement, ça nous réconcilie avec, c'est-à-dire tout peut arriver. Moi, je sais, bon, moi je suis quelqu'un qui fait souvent des excès, etc. Presse, etc. Et j'ai du pessimisme qui revient et puis je suis pas bien et puis il y a des angoisses et puis j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela, etc. Et bon, heureusement que je connais la musique. Hein. Là, je vais faire une randonnée, une grosse randonnée, puis si ça suffit pas, j'en fais une deuxième, etc. Je me vide complètement. Et là, la grâce revient, j'ai l'impression que je suis un homme heureux. Je n'ai rien à cirer de tout ce qui peut. Je ne suis plus tourmenté par quoi que ce soit. Et je me retrouve moi-même, et c'est dans ces situations-là que je peux prendre des décisions. Je sais que je ne dois surtout pas prendre des décisions dans les moments où je suis pollué parce que je n'ai pas soigné mon corps ou parce que j'ai des angoisses. Je suis anxieux, ceci, cela. Je sais que je ne dois prendre des décisions que dans les moments où je suis bien, et en plus, je n'ai même pas besoin de les prendre puisque ça vient tout seul. Merci. Et donc, je suis en situation normale d'éveil à ce moment-là, et je retrouve les idées claires, je redeviens optimiste, ça me rend plus généreux que d'habitude, je suis en situation d'accueil de la vie, des gens, etc. Les gens n'arrêtent pas de me remercier, ils ne comprennent pas pourquoi je suis généreux, mais c'est juste parce que je suis bien. Voilà, c'est tout. Merci Philippe. On va terminer bientôt. Fatia, Je dois vraiment filer. Oui, on te laisse filer. À bientôt, voilà. Marie-Paul. Oui, à bientôt. Au revoir. Ciao. Au revoir. Ciao. Au revoir, Philippe. Au revoir, tout le monde. Trop bien. Fatia, est-ce que tu veux juste encore poser une question? Absolument. Merci beaucoup. Bonsoir. J'ai lu les livres de Philippe, je crois me souvenir que dans le premier, qui était La route du temps, je fais vraiment appel à ma mémoire, il était question par rapport à ce lâcher prise, vraiment de ne pas vouloir en fait intervenir, de ne pas vouloir forcer les choses. J'ai vécu ça l'année dernière où j'étais vraiment très mal dans un contexte particulier, et c'est dès lors où j'essayais de trouver la solution effectivement avec mon mental et d'intervenir en fait dans la matière, j'étais vraiment mal, ça se rajoutait dans le ressenti, c'était juste pas vivable et je me sentais pas du tout à la hauteur pour affronter en fait la situation à laquelle que je m'apprêtais à vivre, et c'est dès lors où je m'en suis remise effectivement à dire bon bah si c'est comme ça,
bon, je me laisse guider, je laisse les choses arriver telles qu'elles peuvent se présenter à moi et être simplement dans l'accueil que tout s'est dégoupillé. Là où moi, j'aurais peut-être un petit peu foutu la pagaille, finalement, l'univers, si on peut appeler ça comme ça, est venu apporter la solution improbable pour le coup à ce que j'attendais, à ce que je demandais, que je n'aurais pas réussi aussi bien en fait. Est-ce que c'est un peu tout cet ordre-là avec le lâcher-prise, avec Oui. le ressenti qui bloque intérieurement, parce que ça précédait vraiment par quelque chose de négatif au niveau vibratoire corporel, physique, et que quand j'ai lâché prise, c'était pas évident, mais quand j'ai lâché prise, j'avais plus de solution. Bah là, tout s'est aligné en fait. Ben, le lâcher prise, c'est magique. Ça, c'est clair. Dès qu'on lâche prise, paf, ça y est, la solution arrive. Et je pense que ça vient du fait que, alors ça ne peut pas être une recette parce qu'on est incapable de lâcher prise. Ouais, ça ne se commande pas. Donc ça ne peut pas être une recette. Donc travailler le lâcher prise, ça revient à faire de la méditation, de la randonnée, etc. Hein. Mais on ne peut pas commander un lâcher prise. Le mental ne peut pas se commander à lui-même d'arrêter. Et moi, je pense que ça vient du fait que le lâcher-prise lui-même vient du fait que dans le futur, quand même, il y a quelque chose qui se débloque. Et pour que ça se manifeste, il faut avoir lâché. Donc, du coup, le lâcher-prise, il arrive juste avant la manifestation de ce qui s'est débloqué. Maintenant, je pense Trop bien. Voilà. Donc, en fait, ça vient parce que quelque chose va arriver. Donc, en fait, il faut le lâcher prise pour que ça puisse arriver. Oh, c'est génial. C'est génial, Philippe, j'adore. Ah, t'as compris, ça, c'est super. Ouais, c'est bien, même plante, des fois. Je comprends des trucs quand même, c'est trop bien. Merci, Philippe. Ça prouve d'ailleurs l'influence du futur, ça. Le fait que immédiatement après le lâcher-prise, une situation se débloque, d'une certaine manière, ça prouve l'influence du futur. C'est génial, merci. Il y a une grande question encore, je trouve super et je trouve génial de terminer sur cela. Merci beaucoup à toi, Fatia, c'est super. Et puis, l'instinct, et moi, je pose aussi la question, l'intuition. C'est vrai que cette intuition, elle est tellement puissante aussi. Quels sont les rôles que ça joue sur la synchronicité? En fait, l'intuition, c'est la voie naturelle. Ouais. C'est-à-dire que normalement, on n'a pas besoin de synchronicité, on a juste besoin d'intuition. Mais comme on vit dans une société où l'intuition, c'est considéré comme n'importe quoi, ce qui ne pas exister, de la projection, ou du hasard, on n'a pas développé l'intuition. Alors que l'intuition, ça se développe. Et pour peu qu'on développe notre intuition, on n'aura plus besoin de vivre les synchronicités puisqu'on ira automatiquement sur les tours. On aura automatiquement l'intuition du bon chemin à prendre. Donc, la synchronicité est un palliatif au manque d'intuition. Et la synchronicité, en fait, c'est une intuition qui débarque dans l'environnement extérieur parce qu'elle n'arrive pas à débarquer dans le cerveau. C'est génial. C'est génial. Philippe, j'ai vraiment tout compris parce que des fois, tu sais, j'arrive pas à tout comprendre. Mais là, franchement, je pense qu'il était pour tout le monde. Hein. C'est super clair ce qu'il dit. On est d'accord? Alors, je vois une question. Donc, on va faire un atelier en Suisse à Montreux sur 2 jours. Enfin, donc 2 ateliers. Je vais en faire en France. Oui, je vais en faire en France. Je crois que le prochain sera à Cogolin. Début autour du 11 novembre, 12-13 novembre, par là. Et puis, à nouveau en Suisse, normalement dans la semaine du 20 novembre, à confirmer. Cette fois-ci, ce sera à Fribourg. Et puis, j'en ferai d'autres après, en France aussi. Il y en aura avec Lucie et puis d'autres sans Lucie. Ce sera un format un peu différent parce que je vais laisser Lucie gérer la partie psycho parce qu'elle est plus compétente que moi. Et moi, pendant les ateliers avec Lucie, je vais uniquement faire la partie théorique. Elle aussi fera de la théorie. Hein. Voilà. Génial. Un grand, grand, grand merci à toi, Philippe. C'est super. Merci beaucoup. Youhou!
Voilà, on voit tout le monde. Génial. Un grand merci. Vous voulez dire un merci ou quelque chose? Vous pouvez ouvrir vos micros si vous avez envie. Merci. Super. Bon, bah, à Merci bientôt. beaucoup. Et merci. Merci Coco. Merci. Merci Un Philippe. grand merci à vous. Génial. Merci. Ok. Merci pour cette occasion. Super, merci. À bientôt. Merci. À bientôt, Philippe. Alors, on se tient au courant et super, je me réjouis trop de ce stage. Donc, vous avez vu le stage le 27 et le 28, c'est 2 jours séparés qui se tiennent à Territé Montreux. Et il y a une conférence justement sur l'intelligence artificielle vis-à-vis aussi de l'intelligence du cœur ou l'artificielle, l'intelligence, oui, c'est ça, vis-à-vis à la puissance du cœur à Étoile, dans les ateliers de la Côte, c'est le 29, c'est le mardi 29 août. Voilà. Donc, on peut s'inscrire auprès de chez moi, Cocotache. Je vais juste mettre ça dans le lien en bas. Et puis, bientôt, j'aurai un site voilà, où on peut aussi faire les paiements comme ça. Mais pour les réservations, c'est par ici. Ouais. Vous êtes d'accord? C'était bien clair, hein? C'était cool. Merci, Philippe. C'était génial. OK. Alors, à bientôt. Merci, merci. Bye bye. Au revoir. Bye.